Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Sid, accompagné de Kira. Comment ça a été ta semaine, Kira? Dis-nous. Salut Sid, écoute, j'ai passé une très bonne semaine. J'ai regardé le dernier Mission Impossible qui est sorti. Ah oui. C'était plutôt cool, ouais. On sent que ça amorce vraiment la fin de la saga. C'est un film en 2 parties, comme c'est la mode en ce moment, tu vois. Je continue Robocop, bien sûr, que j'essaye de vraiment de prendre mon temps, tu sais, pour aller chercher tous les petits secrets, tous les petits easter eggs et tout, voilà, tu sais que c'est vraiment ma cam, et le jeu est vraiment, on va dire, brosse bien le fan dans le sens du poil, ce qui est très très appréciable. Ouais, c'est ce qu'il fallait. Hein. Exactement. Et toi, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? J'ai terminé un jeu, j'ai platiné Cocoon, donc teasing un peu en avance, mais c'est ma chronique dans 2 semaines, le jeu indé Cocoon qui a été nominé d'ailleurs au GOTY pour... meilleur jeu indé de l'année. J'ai repris Bayonetta. C'est vrai que, tu sais, on en avait parlé sur un Discord de Bayonetta et franchement, ça m'a fait retomber dans le jeu. Et ce qui m'étonne, enfin, ce qui est vraiment incroyable avec Bayonetta, c'est cette introduction. L'intro du jeu, elle est vraiment... Enfin, ils ont mis un rythme fou. C'était vraiment trop cool. Ouais, elle envoie. Ah ouais, elle envoie. Et sinon, en série, j'ai commencé Monarch. Je l'avais dit la semaine dernière que je me l'étais gardé pour le week-end. Et c'est très très bien, la série Monarch d'Apple TV. Ils sont en train de prendre les choses un petit peu différemment du Monsterverse en étoffant un peu le truc. Ouais. C'est vraiment cool. J'en ferai une chronique aussi à l'occasion. Et j'ai fait le Black Friday sur PlayStation, mais j'ai pas trouvé grand chose à part les Resident Evil Révélation, le 1 et 2 que j'ai eu à 7€. Mais sinon, j'ai pas vu grande promos qui m'ont intéressé. En parlant de Black Friday, moi j'ai acheté Demon's Souls. Ah, très bien, tu verras. Du coup, j'ai craqué, là, il est dans ma bibliothèque, j'attends un petit moment de répit pour pouvoir m'y mettre. Donc, je pense d'ici début d'année, janvier ou février à peu près. Et dis-nous du coup, quel est le programme de l'émission? Quelles sauces seront mangées nos auditeurs? Qu'est-ce qu'il y a au menu? Alors, au menu, on va parler de la nouvelle quenelle de Sony. On va parler de Robocop. On va parler de Wonder Woman. Le jeu, bien sûr. On va faire un petit point sur des pubs dans le jeu vidéo. En test cette semaine, on est sur Super Mario Wonder. Et pour finir, on va parler d'une grosse daube d'un film que j'ai vu cette semaine, la semaine dernière, qui s'appelle Cimetière aux origines du mal. Tu l'avais teasé la semaine dernière, je l'avais teasé, cette chronique. Et écoute, c'est parti. C'est parti. Générique. Après de très nombreuses rumeurs, après des leaks, après des spéculations, on a enfin la vérité donc sur The Last of Us Part 2, donc le jeu que je ne présente pas. Ok, j'ai pas trop joué, j'ai fait quelques petites sessions, mais j'avoue j'ai pas joué au 1 non plus. L'information est donc officielle, il y aura bien une version remastered, a priori comme ils l'appellent. Moi j'y vois plutôt une version Director's Cut, finalement c'est plus ça, je pense que dans la sémantique ça aurait été un peu plus juste et moins confusant. Parce que finalement c'est la sortie sur PS5 d'un jeu PS4, comme ça avait été le cas un petit peu pour le premier. Le premier est sur PS5 aujourd'hui et pas le second, donc c'était aussi l'occasion de remettre les choses dans le bon ordre. Et à quoi ça va consister finalement ce remastered ou cette Director's Cut en édition? Donc c'est l'amélioration des graphismes, bien qu'il y avait eu un patch next-gen d'ailleurs, assez... pour ça, Naughty Dog, ils assurent toujours, et ils avaient dit que ça faisait partie de leur ADN d'assurer une continuité gratuite sur leur jeu. Donc la version PS4 est déjà très très jolie. Moi, c'est celle-ci que j'avais faite sur PS5, mais le jeu PS4. Donc là, avec cette nouvelle version, on aura de la 4K en mode fidélité, un framerate plus encore meilleur, un meilleur framerate, de nouvelles textures, un meilleur rendu, une meilleure distance d'affichage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment le point que je trouve le plus intéressant d'un point de vue purement graphique. Et aussi, ils vont rajouter des tenues et des skins. Donc ça, c'est un peu osef. Moi, c'est plutôt le reste des features qui sont finalement, elles, plus intéressantes et plus pertinentes, à savoir la compatibilité avec la DualSense.
Donc ça c'est très cool, je pense, pour ces jeux plutôt immersifs. Un mode guitare free play, bon bah ça c'est franchement on peut jouer à la guitare, bon certains ça va les intéresser, mais il y a surtout 2 trucs qui m'intéressent moi, et je vais peut-être jouer au jeu sans avoir fait le 1 encore une fois. Ils vont ajouter un mode speedrun, ça je trouve ça trop cool. Un mode Lost Level, donc on va avoir des niveaux qui sont jamais sortis, donc là ils vont les sortir avec des commentaires des développeurs, je crois jusqu'à 8 heures de commentaires des développeurs, et ça je trouve que c'est vraiment pas mal par contre. Et enfin le dernier mode, c'est un mode roguelike, qui est un mode survie, et moi j'adore les roguelikes, qui s'appelle No Return, où il faudra aller le plus loin possible dans le jeu avec la possibilité de débloquer en plus différents personnages, et la mort signe la mort de notre personnage, et on recommence à zéro. Ça c'est vraiment, tu vois, un truc qui peut clairement m'intéresser. Si je vais regarder ça de près, c'est juste pour ce mode-là. Et donc l'idée du patch, enfin de cette version Director's Cut, c'est pour ceux qui ont l'édition physique, on paye 10 € supplémentaires. Donc moi j'ai l'édition physique. Ça va ça pour ça. Ouais, pour ça je trouve que c'est pas mal. Tu vois, c'est un positionnement tarifaire. Jim Ryan s'était engagé à le faire pour les sorties des jeux PS5, et comme pour Horizon il l'avait fait, seulement 10 € supplémentaires. Je me dis, tu vois, pour tout le contenu qui est annoncé, je trouve que c'est pas volé. Et ils vont ressortir évidemment une édition simple et une collector. Donc clairement la collector c'est un sketch, 99 € pour des pins, et quand tu vois l'excellente version que toi tu avais précommandée d'ailleurs de Baldur's Gate, c'est clair, qui est au même prix avec beaucoup plus de choses. Donc moi le point négatif c'est plutôt cette édition collector à 99 €. Mais sur le contenu, pour 10 € si vous avez le jeu, et petit tips, allez sur le Bon Coin, trouvez le jeu à 20 € et vous aurez votre version PS5 avec 10 € supplémentaires. Donc financièrement je trouve que ça va en tout cas. Bah, financièrement, je suis d'accord, on peut dire que ça va quand on a déjà le jeu. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Enfin, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont en train de presser le citron jusqu'à la dernière goutte sur cette licence. Et voilà, quoi. Last of Us 2, quand il est sorti, c'était déjà un jeu next-gen avant l'heure. Je l'ai revu tourner il y a pas longtemps, il vieillit extrêmement bien, et encore une fois, on pourrait même croire, avec les capacités de la PS5, que c'est un jeu next-gen. Donc voilà, quoi, je suis pas plus emballé que ça, parce que bon, c'est pas vraiment ce que je recherche dans le milieu du jeu vidéo, quoi. C'est opportuniste. Je trouve ça assez opportuniste aussi. Après, Naughty Dog se justifie en disant que il y a des jeux en cours là actuellement qui prennent beaucoup de temps à être développés. Maintenant les jeux c'est 5 voire peut-être même 10 ans à développer. The Last of Us Part 2 avait coûté 220 millions. Donc tu vois, je pense que clairement c'est aussi une façon de rentabiliser, comme tu l'as dit, de faire de l'argent, c'est faire du cash. Ça je pense que on se voilerait la face que de dire l'inverse, mais ils ont mis, je trouve, quand même juste le contenu en face, mais ça reste très dispensable. Je pense que le jeu a déjà été bien rentable, la licence également, avec la vente des droits à HBO pour faire une série télé. Enfin, ils sont pas malheureux, clairement, et là c'est pour ça, je trouve ça vraiment opportuniste au final pour le peu que ça va apporter. Et donc ce sera rendez-vous le 19 janvier prochain, donc sur PS5. Le jeu Nacon Robocop Rock City connaît un succès sans précédent, et c'est même le meilleur lancement pour l'histoire de l'éditeur. Donc contre toute attente, Robocop Rock City s'est révélé être un FPS shooter captivant et agréable, profitant en plus de la technologie Unreal Engine 5, donc de toute beauté. C'est une véritable surprise pour une production de ce genre, C'est vrai que le projet était quand même assez casse-gueule. Mais si on en croit les communications de la part de Nacon, le jeu aurait dépassé toutes les attentes. Il a réussi à attirer plus de joueurs que prévu. Donc Robocop, ce personnage emblématique qui a marqué la fin des années 80 et le début des années 90 avec son film culte, semblait avoir disparu des écrans après le très moyen remake de 2014. Mais en 2020, Robocop faisait une apparition remarquée dans Mortal Kombat 11 grâce à un DLC appelé Aftermath qui rendait hommage au personnage. Mais c'est surtout l'annonce d'un certain Robocop Rock City qui avait créé la surprise. Ce jeu développé par Teyon, le studio responsable du calamiteux Rambo The Video Game, ou du moyen plus Terminator Resistance, se présentait comme une adaptation fidèle mais sans éclat. Pourtant, le jeu a rapidement séduit les joueurs, comme le prouvent la plupart des tests. D'ailleurs, j'aurai un test prochainement à vous proposer. Mais ce n'est pas tout, car seulement une vingtaine de jours après sa sortie sur console et sur PC, on peut déjà dire que le jeu est un succès commercial sans précédent.
L'éditeur confirme à l'occasion de la diffusion de la nouvelle bande-annonce mettant en avant les bons retours qu'il a reçus de ce nouveau Robocop, que le jeu aurait été vendu à plus de 435 000 exemplaires sur tout support, et il a reçu 92% d'avis favorables sur la plateforme Steam. Donc on va dire que c'est un gros succès pour un jeu à petit budget, surtout pour une licence de niche comme Robocop, parce que maintenant, à part les vieux boomers comme moi qui connaît vraiment Robocop en tout cas. Donc voilà, c'est une petite news feel good. Pour moi, c'est un gros big up pour Teyon, et j'espère que par la suite ils vont faire fructifier ça. Pourquoi pas avec un deuxième jeu, ou pourquoi pas un nouveau Terminator également. Surtout qu'ils sont quand même pris une sacrée douche froide cette année avec Lord of the Rings Gollum. Je sais pas si tu te souviens, jeu que tu voulais tester, et au final on a vraiment deux exemples totalement opposés en fait de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire dans le jeu vidéo. Mais il est toujours sur ma liste, le jeu Gollum. Hein. Mais ils ont pas patché cette affaire-là. J'ai quand même un petit espoir de le faire un jour, mais quand il sera à 5 €, tu vois, histoire de. Mais en tout cas, pour Robocop, franchement, ça fait plaisir, et ça confirme franchement une chose, c'est que je trouve que le marché du jeu vidéo aujourd'hui, c'est soit de la grosse licence. Tu vois, Robocop, ça a un nom, ça fait vendre. C'est une licence de niche, comme tu l'as dit, oui, mais tout à fait. Ils arrivent à capter au moins, enfin les personnes intéressées, tu vois, ils arrivent à les capter grâce à cette licence. Donc on est vraiment sur un marché soit de jeux de licence, soit des grosses suites ou des remakes. Mais c'est vrai que les productions originales ont moins de chances, je trouve, sur le marché actuel, à part sur la scène indé. Donc belle réussite. Peut-être qu'on aura d'autres jeux du style, mais clairement on est la cible, les trentenaires, quarantenaires, à fond sur la nostalgie et tout. Donc c'est de bonne guerre. En tout cas, ils ont fait le jeu. Fan de cinéma aussi, oui, donc c'est cool. Ouais, c'est top. Et franchement, c'était pas un pari. Enfin, je trouve que c'était un pari quand même risqué de ressortir une vieille licence comme celle-ci. C'est pas non plus la plus the place to be qu'il y a en ce moment. Donc, un beau pari. Et je crois qu'ils ont été, tu le diras lors de ta chronique, mais ils ont été vraiment très, très fidèles à l'œuvre originale. Exactement. C'est ce qu'on peut dire en fait. Ils sont très fidèles. C'est même une super suite à Robocop 1 et 2. Donc j'en dirai pas plus pour ne pas divulgacher ce qu'on a prévu lors d'une prochaine émission en tout cas. Mais on va dire, c'est vraiment le petit bonbon pour les fans. Et restons sur de la licence, sur du grand nom. Donc pareil, là, je vais parler de super-héros. Bon, c'est pas trop mon domaine non plus. Généralement, c'est toi. C'est vrai. Mais je sais pas pourquoi je voulais en parler, parce que déjà, je savais pas qu'il y avait un jeu Wonder Woman qui est arrivé. Pourtant, il avait été annoncé au Game Awards 2021. Et depuis, on n'avait plus de nouvelles du jeu. Après, c'est Warner Bros, je crois. C'est Warner Bros Game qui est sur le coup, il me semble. Donc ils avaient fait pas mal de choses, les Batman Arkham que tu adores, Injustice, c'était aussi Hogwarts Legacy, oui, tout à fait. je crois. Les Terres du Milieu aussi, l'ombre du Mordor, très très bien. Donc c'est un studio qui est plutôt capé. Toi, t'avais adoré le Mad Max, je crois aussi qu'ils avaient fait. Alors j'avais adoré le Mad Max, j'ai beaucoup aimé aussi le Hogwarts Legacy. Globalement, je suis très satisfait par les productions de ce studio en fait. Et le Mad Max, c'est un jeu malheureusement qui s'est pas très bien vendu. Et c'est dommage, car c'est pareil, un jeu très très fidèle au lore des films de Miller, et surtout un jeu fun à jouer en fait. C'était vraiment cool, t'avais l'impression d'être Max dans les Badlands. Quoi. Non, je pense qu'ils apportent quand même un soin à leur production. Exact. Et là, justement, comme le jeu Wonder Woman ne faisait plus trop parler de lui, je pense qu'il était temps aussi de redonner des nouvelles. Est-ce que le projet est toujours en cours ou pas? Et c'est bien le cas. Et donc, Warner Bros. Games disait, je ouvrez les guillemets, je vais citer, donc Wonder Woman est un jeu d'action-aventure solo, se déroulant dans un monde ouvert dynamique. Donc, je commenterai après. Cette expérience à la troisième personne permettra au joueur d'incarner Diana, donc Wonder Woman, et d'introduire une histoire originale de l'univers de DC Comics, donc plutôt cool, tout en mettant en vedette le système Nemesis. Wonder Woman n'est pas un jeu conçu comme un jeu à service. Et c'est ça que je trouve intéressant dans leur déclaration. Ça fait plaisir. C'est ça fait plaisir. Ils veulent rassurer les joueurs, donc c'est ça que j'allais commenter. C'est un jeu solo narratif. C'est pas un jeu à service, donc très bien. Pour moi, c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Je pense à la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor ou Mad Max, comme tu disais. Le solo, ils savent le faire. Moi, c'est plutôt le côté monde ouvert dynamique qui me rassure pas forcément. Voilà, ça, je suis un peu plus partagé. Voir ce que ça va donner, tout à fait. Ouais. Après, sur l'île des Amazones, je sais plus le nom de leur terre, mais c'est très joli. Ça peut être assez magnifique. Themyscira. Ouais, ça peut être, tu vois, très très beau.
ça je pense. Et le fameux système Nemesis dont il parlait, c'est un système de développement qui permet de donner de la latitude aux joueurs pour les choix. Ça veut dire qu'il y aura des choix et des conséquences. Les actions des joueurs auront des conséquences sur ce monde, donc ça peut être plutôt cool. Et ils disent aussi que leur grande inspiration, ce sera God of War en termes d'accessibilité et peut-être même en termes d'orientation. Donc tu vois, bonne annonce. Je trouve que là, il rassure bien. Ça donne envie, en tout cas. Surtout après ce qu'on voit de Suicide Squad, c'est clair que là, il rassure bien. Le Nemesis System est un système que j'apprécie beaucoup dans les jeux Shadow of Mordor et comment dire, la guerre c'est la guerre le deuxième, la Terre du Milieu. Sur les deux jeux de la Terre du Milieu. Et surtout, ce qui est cool, c'est que les personnages, enfin les antagonistes, vont se rappeler de tes actions. Donc, quand tu coupes un bras à un mec, il va revenir avec une prothèse, il va vouloir te tuer, enfin ça c'est cool et c'est ce qui me manquait dans plein de jeux. J'aurais aimé le voir dans Mad Max justement, et là le fait de le voir dans un jeu Wonder Woman, je dis pourquoi pas, sachant qu'en plus James Gunn, donc celui qui chapeaute maintenant le nouveau DCU, avait annoncé que les jeux DC Comics en fait feront partie de l'univers étendu de sa nouvelle saga de films en fait. Donc il est possible que ce nouveau Wonder Woman fasse partie justement du prochain film Wonder Woman qui va sortir, donc à voir. Ah, ça peut être intéressant. Mais l'approche, en tout cas, je la trouve vraiment pertinente. Et ils ont l'air d'avoir mis les moyens. C'est ça que je me dis. C'est pas qu'un jeu à licence. Il y a des ambitions. Ils ont l'air d'avoir une vision. Ils savent ce qu'ils veulent faire et c'est plutôt engageant sur le papier. Surtout que c'est assez touchy. Faut penser que les derniers jeux, à part Spider-Man, mais les derniers jeux tirés de comics se sont croûtés. Les Gardiens de la Galaxie, Gotham Knight, Avenger. C'est vrai que ça fait beaucoup. Même Midnight Suns, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais testé. C'était complètement croûté, donc là est-ce que je leur espère pas en fait que ça soit la même, mais bon, je me demande si le filon super-héroïque commence pas à se tarir un peu, tu vois. On va parler de publicité en pleine partie d'Assassin's Creed. Donc c'est un peu dégueulasse, c'était un drama qui a eu lieu en plusieurs actes sur Twitter et sur Reddit entre autres. Donc la publicité dans le jeu vidéo est un problème assez délicat, on est d'accord. Il y a quelques jours, Microsoft faisait polémique en affichant une publicité pour Call of Duty au lancement des Xbox Series XS. Et c'est maintenant Ubisoft qui suscite la controverse avec une publicité très intrusive. D'après ce qu'on peut lire sur Reddit, l'éditeur a forcé certains joueurs à voir une publicité pour le Black Friday en plein milieu d'une partie. Dans l'exemple, donc une vidéo que j'ai pu regarder moi-même, on voit un joueur qui joue à Assassin's Creed Odyssey recevoir une publicité lui proposant une réduction sur Assassin's Creed Mirage quand il ouvre la carte du jeu. La vidéo montre que c'est une version Xbox du jeu, mais certains joueurs PS5 disent avoir reçu le même message indésirable, ce qui laisse penser que c'est une pratique généralisée. Sans surprise, la plupart des commentaires sous la vidéo sont négatifs, parce que encore une fois, c'est scandaleux, les joueurs trouvant cette démarche inadmissible et surtout très intrusive, forcément. C'est un jeu payant à plein pot en plus, on n'est pas sur du free-to-play. À noter que si nous avons aussi vu cette publicité récemment, c'est si on ne voit plus cette publicité depuis un certain temps, c'est qu'elle a été supprimée par Ubisoft. Donc, est-ce une porte ouverte à de nouvelles dérives ? Bonne question. Moi, j'imagine que si les joueurs acceptent ce genre de pratique, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, tu vois. De la part des éditeurs, un certain Tech2, je ne sais pas si tu te souviens, en fait, avait souvent lancé le débat, car ils avaient lancé quelques publicités dans leur franchise Touquet, par exemple. Dernièrement, il y a quand même une mise à jour, donc c'est Fabien Darrigue, le porte-parole d'Ubisoft, qui a répondu à The Verge, comme quoi il s'agissait d'un problème technique et que normalement ça ne devrait plus se reproduire. Donc je vais vous lire le petit communiqué. Nous avons été informés que certains joueurs ont rencontré hier des publicités pop-up en jouant à certains titres Assassin's Creed. C'est le résultat d'une erreur technique que nous avons corrigée dès que nous avons eu connaissance de ce problème et ça ne se reproduira plus. Donc, ok, mais je me demande si c'est pas un mouvement de pompier. Façon de prendre la température. Voilà, ils ont testé quelque chose, voir comment ça match sur les réseaux sociaux, en tout cas. Ouais, c'est possible. Moi, on va pas faire les théories du complot, mais c'est vrai que c'est étonnant, un problème technique. C'est que techniquement, ça existe et ils peuvent le faire, même s'ils ont appuyé sur le mauvais bouton et que ça a popé. C'est-à-dire que le truc a été développé et imaginé à un moment quand même. Donc, il y a pas de fumée sans feu. Et je trouve, sur un jeu qu'on a déjà payé plein pot,
ouais, c'est inadmissible. Encore un jeu gratuit dans lequel il y a des pubs qui permettent de financer le jeu, ok, mais quand t'as payé le jeu plein tarif, non, c'est mort. C'est puis, enfin, tu connais, moi j'aime pas trop les pubs, surtout quand elles sont intrusives, ça. Donc ouais, moi aussi. Donc c'est une des dérives qui peuvent arriver, une qui me préoccupe. Moi je pense que ça enlève toute immersion, hein. T'es dans ton Assassin's Creed tranquille, tu veux regarder ta map et on te propose une remise ou un truc, tu vois, avoir un tarif, un pourcentage. Je pense que ça pourrait complètement sortir de l'expérience. Donc ouais, à bannir. Moi je déteste ce genre de move. Après il y a certaines pubs qui peuvent être intéressantes, on va dire, genre j'imagine un Spider-Man où t'as une pub Coca-Cola, ça serait dans la diégèse du jeu, tu te dis pourquoi pas, mais quand je dis pub Coca-Cola, c'est genre tu vas croiser un camion Coca ou tu vas avoir une pub affichée dans la rue, tu vois, ouais. Ça rentre dans la diégèse du jeu, tu vois. Si tu commences à avoir un gros pop-up bois ton Coca, non, là c'est du foutage de gueule, parce qu'encore une fois on s'approche de ça, les plateformes commencent à le faire, hein. Netflix, il y a Disney+, qui envisage de plus en plus de le faire, Amazon également, et bah là ça serait abusé, quoi. Tu payes 80€ ton jeu pour avoir de la pub, non, c'est hors de question. Et bah, terminons la session news là-dessus sur une note très gaie, hein. Oui, c'est clair. Mais bon, ça va, on a parlé de Robocop qui a l'air un excellent jeu, donc allez-y, jouez à Robocop, hein, si vous aimez. Non, on va passer sur un test, donc un test qui m'est cher, que j'ai eu un petit coup de cœur, c'est vrai, dès que j'ai vu la présentation de ce jeu. Donc c'est Super Mario Wonder, le nouveau-né de Nintendo, un Mario qui revient aux fondamentaux, donc le jeu en 2D de plateforme. Et avant, on vous laisse avec un petit interlude musical, et vous allez voir, l'OST est vraiment magnifique. Wouhou! Très sympa, hein, cette musique Mario, mon cher Kieran. C'est très cool, c'est clair. Ça donne envie d'essayer, tu vois. Ouais, franchement, il y a de l'entrain et c'est ça que... ma chronique va tourner un peu autour de ça, d'ailleurs, vous allez voir. Mais présentation du jeu au début, est-ce qu'il faut vraiment présenter Mario, Super Mario, Nintendo? Je pense que c'est pas l'objet de la chronique, évidemment. Mais comme je disais un petit peu au début, Nintendo revient à ses fondamentaux, donc Mario en 2D. Donc ça avait été présenté, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est vrai que le jeu est sorti assez vite et avait un petit peu surpris tout le monde, créant la hype, hein. C'était lors de leur Nintendo Direct, hein, comme ils ont l'habitude de le faire, Nintendo. Et là, la période, on arrive avant Noël, c'est le jeu idéal, hein, je pense, pour se retrouver sous le sapin, hein. Tu me contrediras pas, je pense, Kieran. Oui, je pense. Le jeu familial par excellence. En plus, il y a peu de temps le film Mario. Donc là aussi, je pense que c'est pas une coïncidence qu'il y a un jeu si important qui sort dans le calendrier Nintendo un peu après le film. Et on va voir tout au long de cette chronique la recette de Nintendo que l'on connaît tant, à savoir le divertissement. Parce que je trouve vraiment que ce Super Mario Wonder est l'archétype du jeu qui mise tout sur le divertissement, et il le fait très bien, l'amusement, ce qui représente un petit peu les fondamentaux, je trouve, de Mario et de Nintendo. Donc en ça, je trouve qu'ils ont vraiment coché toutes les cases, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, l'histoire, est-ce qu'il faut vraiment développer l'histoire de ce jeu, Kira? Est-ce que tu penses que c'est essentiel? Alors, est-ce qu'il y a une histoire? C'est ça la question. Alors, il y a toujours une histoire, Et tu vas voir que, franchement, elle est pas piquée des hannetons. Donc, Mario et ses amis sont donc dans le royaume des fleurs. Cette fois-ci, c'est pas le royaume champignon. Donc, c'est quand même intéressant parce que peut-être que on a le royaume champignon, le royaume des fleurs, on aura peut-être autre chose la prochaine fois. Tu vois, ils vont peut-être nous faire un bel univers. C'est cool qu'ils élargissent un petit peu comme ça le lore du truc. Je trouve que c'est une piste intéressante, et en plus ce royaume des fleurs, on verra que même dans le game design, ça a son importance. Mais en tout cas, nos amis étaient à une cérémonie, celle du prince Florian, du royaume des fleurs. Sauf que, et là je te donne dans le mille, il y a une méchante tortue avec des pics qui débarque, le vilain Bowser qui vient
gâcher la fête. Il vient pas chanter comme dans le film Mario, et tant mieux pour nous. Heureusement. Mais il vient gâcher la fête et il vole une fleur prodige. Et donc nous, on part à l'aventure pour mettre une petite fessée à Bowser. Donc jusque là. Voilà, c'est le scénario de Mario. Je pense qu'il en fallait pas plus, de toute façon, Kira. Il en fallait pas plus, mais au moins c'est bien, ça reste universel, comme on dit souvent, ça plaît à tout le monde. Oui, et puis vraiment, de toute façon, c'est un jeu qui est fait pour se jouer, vraiment, littéralement, c'est manette en main qu'on prend du plaisir. On est plutôt sur du contexte que du scénario. Et ça donne l'occasion de traverser plusieurs mondes, plusieurs biomes. Donc il y a des forêts, des îles, le désert, un monde un peu plus souterrain, évidemment le château de Bowser. Donc c'est un voyage coloré, comme on en a l'habitude dans les Mario, divisé en mondes. Donc on a plusieurs niveaux à faire dans chaque monde. Une fois qu'on a fini le monde, on passe à un suivant. Donc c'est vraiment les fondamentaux, comme je le disais. Mais on va voir quand même, ils ont réussi à renouveler et donner un vent de fraîcheur à ce jeu. Mais toujours pour rester sur l'univers, je l'ai dit, c'est du classique, c'est de la 2D. Il y a toujours ce système de transformation, comme on a l'habitude dans les jeux Mario, avec une toute nouvelle transformation, celle de l'éléphant, que tu as dû voir et qui a fait le buzz évidemment qui est assez jolie d'ailleurs. Qui est très jolie, qui est très bien animée, qui est rigolote à souhait. Parce que ça fait un bonhomme un peu... tu vois, il est mignon, quoi. Il a une bonhomie, il est tout rondouillard et tout. Ouais, voilà, et c'est tout de suite la bonne humeur, tu vois, quand tu vois cet éléphant bien portant et rigolo, qui peut shooter les ennemis avec sa trompe, ou qui peut même mettre de l'eau dans sa trompe pour faire fleurir des fleurs, ou enfin, il y a des petits éléments comme ça de game design qui sont sympas. Donc, des stages vraiment très riches et vivants. Donc, c'est pour ça que le fait de ce retour aux fondamentaux sur de la 2D, c'est absolument pas un point négatif, parce qu'ils ont vraiment réussi à rendre les niveaux ultra vivants. Il y a le fond, l'arrière-plan est très joli, les ennemis sont rigolos, il y a des fleurs cancans, je sais pas si tu les as vues, les fleurs cancans, mais c'est des petites fleurs qui, quand tu passes à côté, elles te parlent. Ouais, j'ai vu. Et franchement, moi, elles me font trop rigoler. Je pense que ça participe vraiment à cette bonhomie que tu disais, à cette bonne humeur qu'il y a dans le jeu. Ces fleurs cancans, moi, elles m'ont toujours fait rire, je les aime beaucoup. Et au-delà de la technique, la Switch, je trouve, continue à nous surprendre quand même. Et je voulais faire un petit point technique très tôt dans cette chronique, parce que moi, le photoréalisme dans les jeux, c'est pas du tout ce que je recherche. Je suis plutôt axé sur la direction artistique. Et je trouve que Nintendo, en ce moment, ils arrivent à tirer parti des limitations de leur console pour compenser avec d'autres éléments. Visuellement, Super Mario Wonder, c'est une petite claque quand même visuelle, mais parce qu'il y a des animations, parce que c'est bourré de détails, parce que c'est très coloré, parce que c'est amusant. Aussi, autre exemple, la Switch a fait des jeux magnifiques en ce moment, tu sais, en 2D HD, oui, comme Octopath Traveler ou Star Ocean récemment. Mais je trouve que les limitations techniques de la Switch, parce que c'est pas une console qui est puissante, pousse tout à chacun, les développeurs et Nintendo compris, à tu vois, se renouveler, à essayer de trouver des choses. Et là, je trouvais des choses qui flattent le joueur, mais pas que sur la partie graphique. Et je trouve que ce Super Mario Wonder le fait très, très, très bien. Et c'est bien, c'est que c'est aussi un design original en fait de ce qu'ils font habituellement, je trouve. Au niveau du trait des personnages, il y avait vraiment ce côté renouveau, tu vois. On n'est pas vraiment dans quelque chose de standard comme les derniers Mario qu'ils ont sortis. Là, on est vraiment sur, j'ai l'impression sur du neuf. En tout cas, je me trompe peut-être, mais je le vois comme ça de loin. Non, tu te trompes pas. Tu te trompes pas parce que donc déjà, voilà, la direction artistique, elle est faite pour nous flatter la rétine et vraiment pour transmettre cette bonne humeur. Les animations, vraiment, faut regarder les animations quand on rentre dans une porte, quand on sort d'un tuyau. Tout est vraiment, on ressent, si tu veux, l'attachement qu'a Nintendo au détail. Et ça, c'est un jeu vraiment qui est du détail. Mario, parce que c'est ça, hein, Mario, au-delà du gameplay qui doit être très ciselé, très précis, on a ce même niveau de détail, cette même richesse dans la partie graphique et la partie direction artistique. Et c'est un très très gros point fort que je voulais mettre en avant. Et le plus gros élément de dépoussiérage, si je puis dire, de la licence et de la formule, c'est les fameuses fleurs prodiges. Parce que oui, tu l'as dit, c'est le jeu du renouveau. Et c'est grâce à cet élément du coup de game design qui, je pense, a fait en sorte que Super Mario Wonder soit élu dans les jeux de l'année. Il est élu au GOTY et les fleurs prodiges en fait partie. C'est vraiment une de ces raisons, je pense. Donc, qu'est-ce qu'elles sont ? Donc, dans chaque niveau, faut te dire qu'il y aura vraiment dans chaque niveau, on peut trouver une fleur prodige. Donc, c'est une grosse fleur qui est plutôt cachée.
trouvable assez facilement, mais bon, elle est quand même cachée, il faut la trouver. Et en fait, elle va te changer, elle va te transformer fondamentalement tout ton niveau jusque dans le gameplay. Là où on va de gauche vers la droite et il faut sauter et aller jusqu'au drapeau, ça c'est du Mario. À l'instant où tu trouves la fleur prodige, il n'y a plus aucune règle qui existe. C'est-à-dire que le plafond peut devenir le sol, le fond de l'écran peut devenir le sol aussi, donc ça change carrément la perspective de ton personnage et tu commences à devoir aller partout, à gauche, à droite, un peu en 3D. Tu peux même, avec cette fleur prodige, prendre la peau des ennemis et du coup tu peux plus sauter par exemple, donc il faut que tu te caches et tout. Ça peut transformer ton niveau en jeu de rythme d'un coup comme ça, changer de personnage comme je l'ai dit. Ils ont, en termes d'imagination, c'est complètement rafraîchissant et ça bouleverse tous les codes. Ça casse complètement la routine du jeu et ça fracture vraiment tous les fondamentaux qu'on avait des jeux Mario sont bouleversés complètement avec cet élément de game design qui vraiment, j'insiste, et enfin ça change complètement ton niveau. Ça peut faire apparaître un fantôme qui va essayer de te poursuivre, donc là c'est une course-poursuite. Ça peut rendre ton jeu en noir et blanc ou un jeu un petit peu d'ombre qui va te rendre la vie un peu plus compliquée. Ça change aussi la pesanteur. Enfin vraiment, il y a beaucoup de niveaux dans le jeu et à chaque fois ces fleurs prodiges sont différentes. Donc tu vois la richesse quand même que ça apporte dans le jeu et ça développe aussi la curiosité évidemment. À chaque niveau on se dit mais qu'est-ce que va être cette fleur prodige, tu vois. D'accord, je vois. Donc ça c'est vraiment un élément qui est... Enfin vraiment c'est brillant. Tu vois, j'utilise les mots forts, mais c'est vraiment l'élément de game design qui dépoussière complètement la formule, qui la rend complètement moderne. Et c'est ça qui, moi aussi, ferait que, tu vois, ça pourrait être un GOTY potentiel, ce jeu, parce qu'il y a cet élément-là qui, moi, m'a vraiment scotché. Mais c'est pas tout. Si je te dis, Kira, que ce Super Mario Wonder est un jeu multijoueur, est-ce que ça t'étonne vraiment ? Non, pas trop. J'ai vu qu'on peut jouer à 4, mais ça colle tellement bien avec l'ADN Mario, donc non, au contraire, je trouve que c'est plutôt cool. Donc tout à fait. C'est logique, il y a cette dimension donc multijoueur en local, donc on peut prendre, donner la manette à ses enfants, à des amis qui arrivent comme ça à l'improviste, tout le monde sait jouer à Mario, on se connecte, on est sur le même écran. Donc le joueur principal, c'est celui qui va faire avancer la caméra en fonction de ses déplacements, donc ça peut être un peu gênant pour les autres. Moi c'est perso pas un mode de jeu que j'ai trouvé... aussi pointu que le reste. S'il y avait une petite ombre au tableau, ce serait peut-être celle-ci. Mais c'est pas tout, ce mode multijoueur, parce que quand je parlais de dimension multijoueur, tout de suite tu as pensé à celle-ci, qui est la plus logique pour les jeux Mario et celle qu'on a l'habitude. Mais il y a une autre fonctionnalité qui m'a rendu complètement accro. C'est que moi je jouais en solo, mais je connectais ma console en ligne, parce que quand tu démarres un niveau, tu vois en même temps que toi d'autres joueurs que tu connais pas mais qui font le niveau en même temps que toi en mode un petit peu ombre, comme dans Dark Souls moi aussi. Ouais, voilà, c'est l'exemple qui m'est venu aussi, tu vois. Mais tu vois les autres joueurs faire le niveau en même temps que toi et tu peux essayer de dialoguer avec eux en faisant des smileys. T'as une touche qui te permet de faire des sourires ou de faire des points d'interrogation et c'est ton seul mode de communication. Et tu peux aussi mettre une petite pancarte, comme ça si les autres joueurs ils meurent, ils peuvent se raccrocher à ta pancarte, ils sont un petit fantôme, ils viennent à ta pancarte et ça les font revivre et ils peuvent continuer le niveau. Et en fait j'ai trouvé que c'était moi je me connectais vraiment en ligne, même quand je jouais à distance, en déplacement, je faisais le partage de co sur ma console et mon téléphone pour être à distance, pour jouer vraiment en ligne, parce que j'ai trouvé ça trop cool. Le petit système, je te dis, juste pour dialoguer avec les smileys, ça me faisait mourir de rire, et tu peux aider vraiment les autres joueurs. Donc moi, tu sais, j'avais fait le 100% du jeu. Je suis allé vraiment jusqu'au tout dernier niveau, qui était vraiment très compliqué, les derniers niveaux, attention. Je les ai fait hors ligne pour vraiment profiter de l'expérience la plus difficile possible. Mais une fois que j'avais fini le 100%, j'ai refait le dernier niveau plein de fois, mais cette fois-ci en ligne, et je m'amusais à aider les autres joueurs, tu vois, parce que je connaissais très bien le niveau à force. Et ouais, mais parce que j'en tirais vraiment une satisfaction. Les gens étaient contents, ils te lâchaient des smileys, tout attendaient les autres. Enfin, c'est un vrai jeu ultra collaboratif. Mais franchement, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça dans un jeu et je l'avais vécu avec ce Super Mario où j'étais content d'aider les autres. J'ai refait, je te dis, le niveau en boucle, je déposais ma petite pancarte quand c'était un peu dur pour qu'ils puissent récupérer, tu vois, revivre au bon endroit. Je les attendais et tout. On se lâchait des smileys quand on était content. Enfin, vraiment, c'était ultra vivant et ça, j'ai beaucoup aimé, tu vois.
Mais est-ce que ce serait pas ça, du coup, le futur du jeu communautaire solo, en fait? Le principe de voir les autres personnes faire la partie en parallèle. Je sais que Death Stranding l'a fait assez brillamment d'ailleurs. Les Dark Souls, on en a parlé. Et moi, c'est une feature que j'apprécie énormément. C'est vrai, quand je jouais à Elden Ring, le fait de voir des ombres d'autres personnes jouer, qu'on pouvait invoquer, ça me donnait vraiment cette sensation de participer à un tout malgré mon expérience solo, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu essayes de nous expliquer au sein de ce Mario Wonder, en fait, au-delà du mode multi A4 traditionnel. C'est-à-dire, même si t'es tout seul, bah t'es jamais tout seul. Et bah complètement. Et en vrai, j'aurais pas dit ça sans ce Super Mario Wonder, parce que c'est vrai que ça existait dans Dark Souls et je trouvais que ça collait au lore. Donc moi j'associais ça davantage à l'histoire de Dark Souls, que là je me rends compte que tu vois, sur un Super Mario Wonder c'est ultra pertinent, et je te dis, j'y ai pris une source de satisfaction énorme, jusqu'à, je te dis, m'embêter dans le train à faire le partage de connexion téléphone Switch pour jouer en ligne. J'ai trouvé ça ultra satisfaisant, et c'est vraiment la première fois que je ressentais ça, tu vois, dans un jeu vidéo. Ouais, ça doit en tout cas. Donc, autre élément de divertissement, parce que Super Mario Wonder est un excellent divertissement. Donc, je l'ai dit, les fleurs prodiges, j'y reviens pas dessus, c'est génial. Il y a un système de badge aussi, un peu plus secondaire, ce système de badge, mais avant de lancer chaque niveau, tu peux te mettre un badge qui va te faire sauter un peu plus haut, qui va te faire tu vas pouvoir courir plus vite, tu vas pouvoir choper des champignons au début de niveau. Enfin bref, ça te facilite un peu la vie, mais aussi le divertissement et l'amusement, c'est ça, hein, c'est se faciliter la vie pour éviter toute source de frustration, pardon. Et il y a une autre chose aussi, tu choisis ton personnage, donc c'est souvent que du skin, hein, que tu choisisses Mario ou Peach, c'est pareil. D'accord. Sauf si tu choisis Yoshi ou Carotin, eux ils sont insensibles, ils peuvent pas prendre de dégâts. Et aussi les Yoshi, ce qui peut être pratique. Et les Yoshi, quand ils sautent, tu sais, tu peux les faire durer un petit peu en l'air, ils secouent les pattes et tu vois, ils prolongent un peu son saut. Donc ça c'est pas mal aussi, parce que ça te permet pour les joueurs un peu moins aguerris, bah je te dis, t'enlèves toute source de frustration, ou si c'est pour te faciliter certains niveaux, ils ont pensé à ça, tu vois. Donc vraiment des choix qui sont toujours pour ne pas frustrer et pour te permettre de te divertir. Ça c'est cool ça, franchement, bah c'est là qu'on voit le savoir-faire de Nintendo, et comme quoi ils ont 12 000 wagons d'avance sur tout le monde, quoi. Ouais, franchement ils sont trop forts. Autre point, et je vais essayer d'accélérer parce que finalement cette chronique va durer beaucoup trop longtemps, mais c'est vrai que je l'ai vraiment adoré, ce jeu. Pourtant, je suis pas client. T'inquiète, ma chronique derrière sera assez courte. Si je te dis que aussi, et tu vas te dire, mais ce jeu, il a des cordes à son arc, c'est ouf. Si je te dis que c'est aussi un jeu musical, ce Super Mario Wonder, parce que, pareil, élément qui m'arrive assez rarement, bien que je suis attaché aux musiques de jeu, mais parfois quand je suis dans le train, j'ai pas envie de sortir mon casque, c'est la flemme. Là, je me voyais pas vraiment lancer une partie de Super Mario Wonder sans la musique. Mais jamais. Parce que déjà, le sound design participe complètement à l'ambiance amusante, décontractante du jeu. C'est pas qu'un agrément esthétique, auditif, ça fait vraiment partie du jeu. Le son et la musique. Parfois, certains niveaux, c'est en fait de la comédie musicale. T'as les fleurs piranha qui vont chanter derrière toi. T'as la musique qui va accompagner tes sauts. T'as des touches de piano parfois quand tu marches au sol qui font de la musique. En fait, vraiment, ce jeu coordonne tes actions et la musique. Et cette musique contribue vraiment à ce côté, comme je disais, divertissant. Franchement, faut les écouter, les fleurs piranha chanter. Moi, ça me fait marrer à chaque fois. Donc c'est, oui, aussi un jeu de rythme. Et il y a des niveaux très ardus où il faut coordonner ses sauts en fonction de la musique. Et dès que tu rates un saut, tu meurs et il faut recommencer. Il y a une certaine dimension un peu die and retry à la fin du jeu là-dessus. Donc vraiment, il y a une dimension musicale extrêmement valorisante et plaisante dans ce jeu que je voulais absolument souligner. Surtout que c'était pas attendu dans ce genre de jeu au départ. J'ai une personne qui m'a beaucoup parlé de Mario Wonder, un jeu qui lui a beaucoup plu, et c'est vrai qu'elle s'est arraché les cheveux sur les niveaux musicaux. Et moi, je t'avoue, j'ai vraiment envie d'essayer ce jeu, vraiment, parce que ce qu'on m'en a dit et ce que tu nous expliques, ça me donne vraiment envie d'y jouer. Mais j'ai zéro notion et zéro rythme dans la peau, en fait. Et les jeux musicaux, à chaque fois, j'y arrive pas. J'ai essayé le jeu des pigeons là sur Xbox. J'y arrive pas. Je suis nul. J'arrive toujours dernier, en fait. J'ai zéro. Je suis nul avec le rythme, en fait. C'est horrible. Donc du coup, c'est ce qui me fait peur, en fait. Est-ce que ce sont des niveaux facultatifs ou est-ce que ce sont des niveaux obligatoires ? Alors, il y a certains niveaux obligatoires, mais pour aller à la fin du jeu, tous les niveaux obligatoires sont assez faciles, donc t'as aucune inquiétude à avoir. Il faut vraiment voir la musique comme de l'agrément. Tu vois, c'est quelque chose qui donne de la consistance au jeu, qui participe à l'ambiance et qui le fait
en accompagnant le gameplay, plus sur le contraignant. À part sur certains niveaux très exigeants à la fin, où oui, t'auras pas le choix, mais dans sa ligne droite et dans son mode histoire classique, si tu vas pas chercher les niveaux secrets, aucune inquiétude, c'est vraiment de l'accompagnement plutôt que de la restriction. Tu vois, donc tu peux y aller les yeux fermés. D'accord, ok. Mais les oreilles ouvertes. Oui, les oreilles ouvertes, bien sûr. Avant la conclusion, donc je terminerai sur un petit point négatif du jeu. Et ce sera à peu près le seul, pardon. Donc il y a des boss, il y a des mid-boss en fait sur certains qui finissent chaque monde. Donc on combat bébé Bowser, je sais pas comment il s'appelle, mais la version miniature de Bowser. J'ai trouvé ces boss-là assez insipides, étonnamment, comparé au reste du jeu. Les niveaux pour y aller sont cool, mais les boss en eux-mêmes, franchement, je les ai trouvés pas très inspirés. Ils sont pas ouf, ouais. Pas ouf, ouais, vraiment étonnamment. Le boss de fin, par contre, lui, est absolument génial. Il est parfait, aucun souci. Mais c'est vraiment ces boss secondaires que j'ai trouvé, franchement, pas terribles. Ouais, ils sont moins inspirés que le reste du jeu, quoi. Ah, mais ouais, vraiment, tu vois, il dénote un petit peu. J'ai trouvé aucune source d'inspiration dedans, à part encore une fois le boss final, qui est lui juste parfait. Donc en conclusion, on y arrive quand même. En conclusion, achetez Super Wonder, achetez Mario Super Wonder. Enfin, moi, je sais même plus le dire tellement que je l'ai dit. Non, c'est achetez pas ça Super ma conclusion. Mario Wonder. Ouais, achetez Wonder Mario Super. Allez-y. Non, franchement, ce jeu, il représente pour moi ce que c'est faire Nintendo. Ça leur colle à la peau, c'est leur image de marque, c'est le divertissement. Et on y est. C'est familial, c'est marrant, c'est exigeant parfois pour ceux qui vont chercher challenge. J'ai pris un énorme plaisir. Donc tout est au service de l'amusement, comme je disais, le gameplay, la direction artistique magnifique et vraiment hilarante, la musique qui fait partie du game design, les fleurs prodiges comme je l'ai dit, l'univers super coloré et tous ces détails. Franchement, moi j'ai été ébloui, alors que techniquement on est sur Switch, mais j'ai été vraiment ébloui. Ce jeu est attachant, donc non, c'est vraiment un très très grand coup de cœur. C'est ni plus ni moins pour moi mon jeu de plateforme préféré à l'heure actuelle. C'était Rayman Origins avant, et donc là il s'est fait détrôner par Super Mario Wonder. Donc vraiment énorme coup de cœur de fin d'année. Quand les tops se bougent comme ça, c'est toujours sympa. Moi je sais que quand Elden Ring est arrivé dans mon top 10 sans crier gare, ça m'avait fait bizarre aussi parce que le top était resté figé depuis des années, tu vois. Et là, là ça a un peu chamboulé tout ça, et c'est aussi ça la magie du jeu vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. Mon top a été chamboulé et j'ai un nouveau coup de cœur de jeu en 2D plateforme comme ça. C'est Super Mario Wonder. Donc tu recommandes. Donc je recommande, mettez-le sous voilà votre sapin à Noël, le sapin des voisins. Sous le sapin des voisins, offrez-le et vous ferez un cadeau inspiré pour un jeu qui est inspirant. Donc allez-y. Et ben avant de passer à ta chronique qui sera tout à fait moins glamour mais tout aussi amusante, je pense, mais différemment pour d'autres raisons. Rappel à nos auditeurs où ils peuvent nous retrouver et comment communiquer avec nous. Alors, vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur Twitter, Facebook, Instagram, donc les réseaux sociaux habituels. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. D'ailleurs, on tient à s'excuser, on a eu un bug cette semaine, donc en début de semaine, les téléphones Android, malheureusement, ne pouvaient pas lire les épisodes. C'est vrai qu'on a eu pas mal de retours de votre part, et ça fait plaisir. Ça nous a permis d'être assez réactifs sur le sujet, en tout cas. Mais on est dans ces cas-là, en cas de problème, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur notre site internet, et là, vous avez accès directement au lecteur avec l'épisode en cours, ce qui peut dépanner, hein, tout simplement. Donc le site internet est mis régulièrement à jour par Sid, donc vous allez voir, il est de toute beauté. Il est magnifique. Pas aussi beau que Super Mario Wonder. Non, j'arrête. Eh bien écoutons, passons sur ta chronique cimetière, je crois, les origines du mal ou quelque chose dans le genre. C'est ça. Donc, bon, comme tu le sais, je suis un fan de films d'horreur. Et en tant que fan de films d'horreur, particulièrement de Stephen King, je me suis dit, tiens, c'est le moment de regarder on va dire la suite, du moins le préquel du remake de Cimetière. Donc là, on va lancer la petite musique histoire de démarrer les hostilités, et vous allez voir déjà, cette musique, ce n'est pas une musique tirée de ce film. C'est une musique tirée du premier film Cimetière de 2019, enfin du remake de Cimetière de 2019, qui est déjà même mieux que les musiques de celui-ci. Donc voilà. Parce que je l'aime bien d'ailleurs, la petite musique que t'as mis là. Que t'as elle est cool, hein, mais elle est pas du film. On y va, on l'écoute et on vous reprend.
Cimetière aux origines du mal est un film d'horreur réalisé par Lindsay Beer, sorti donc en 2023 sur la plateforme Paramount+. Comme je le disais tout à l'heure, juste avant la petite musique d'intro, il s'agit d'un préquel au remake de 2019, lui-même adapté du roman de Stephen King. Donc tu vois, ça fait beaucoup de choses quand même. Le film raconte les origines du cimetière des animaux de la ville de Ludo à travers le personnage de Jude Kandal, jeune homme qui découvre les secrets de son meilleur ami revenu du Vietnam. Malheureusement, le film est d'une déception totale. Je vais pas y aller par quatre chemins. Il ne parvient ni à faire peur, pour un film d'horreur, ce qui est quand même un peu con, ni à captiver et encore moins à rendre hommage à l'œuvre originale. Le premier problème du film est son scénario, qui est d'une pauvreté abyssale. Il n'y a pas de véritable intrigue, pas de rebondissement, et pire, il n'y a pas de tension. Le film se contente d'enchaîner les scènes sans intérêt, sans cohérence, et même sans aucune logique. Pire encore, il ne respecte pas les règles établies par le roman de King, ou même le film de 2019. Il invente des éléments mais abracadabrantesques, comme le fait que le mal se manifeste sous la forme d'un virus qui transforme les gens en espèces de zombies. Mais what ? On n'a jamais vu ça avant en fait, c'est juste pas possible. Le film ne développe aucun thème, aucune réflexion, il n'y a pas d'émotion. Pire, cette bouse avait un boulevard pour parler des traumatismes de la guerre, de la mort, du deuil ou même de la culpabilité. Mais non, il se contente de survoler ces sujets sans jamais les approfondir, notamment les personnages qui sont tous plus vides les uns que les autres. Enfin, c'est un film en plus avec une réalisation médiocre, qui est d'une banalité navrante, c'est digne d'un téléfilm de TF1. Vraiment, c'est dire, c'est dégueulasse. À ce point-là. Il n'y a pas de style, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de vision de réalisateur, mais lol, qu'est-ce que c'est que ce film ? C'est plat, c'est vide, c'est terne, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'atmosphère. Je pense que le film a été généré par une IA, en fait, tu vois. Là, franchement, c'est à se demander, hein. Ce film n'a pas d'âme, c'est voilà. Et le pompo sur la Garonne, le film ne fait pas peur. J'arrête pas de le dire, mais c'est un film d'horreur, les gars. Je voudrais un minimum de tension. J'ai souri à des moments, franchement, parce que c'est vraiment pathétique. Il y a pas de scène marquante, il y a pas de plans originaux, il y a même pas de musique mémorable. C'est un film vide, creux et insignifiant. J'ai pas eu de frisson, j'ai eu aucune surprise. J'ai pris plus de plaisir à plier mon linge que devant ces 1h30 de métrage. Car le ressenti, c'est du 3 heures, hein, mais du 3 heures d'ennui, hein, c'est soporifique. Petite astuce, si vous voulez faire une sieste, mettez-vous le film, en 10 minutes c'est plié. Hein. Donc plié, linge et tout comme tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Troisième problème du film, c'est son interprétation qui est d'une médiocrité consternante. Hein. Le cast a dû faire une battle, mais pas de celui qui joue le moins bien, ça serait trop facile. Il a fait une battle de celui qui joue pas du tout, en fait. Tu vois ? Ah, carrément. Il n'y a pas de charisme, les personnages n'ont pas de charisme, la plupart n'ont pas de talent non plus. Les acteurs sont mauvais, ils sont tous inexpressifs déjà. Ils ne font pas vivre leurs personnages en les rendant plus attachants ou plus humains. Non, ça sert à rien, ça c'est pour les... Ah non, c'est de la merde, non, ils font pas ça, ils jouent pas en fait. Ils récitent leurs dialogues sans conviction, sans émotion, mais sans nuance, quoi. Ils sont transparents, oubliables, insignifiants. Franchement, j'ai de la peine pour David Duchovny et Pam Grier, qui sont les seuls noms connus du casting, mais c'est à la limite du caméo, quoi. Franchement, tu les vois, les pauvres, ils sont en train de galérer, quoi. Ils subissent. Ouais, c'est pas sympa, quoi, franchement. Mais je sais pas, là, vous avez gâché votre David Duchovny et votre Pam Grier, hein. Faut pas faire ça, les gars, hein. C'est abusé, hein. En conclusion, Cimetière aux origines du mal est un film raté, ça je pense que vous l'avez compris. C'est même pas un nanar, c'est un navet qui est à milieu du film de 89 et qui en plus est même moins bon que le remake de 2019. Remake qui était pas super, mais qui était pas nul non plus. Il était matable. C'est ça, c'était matable. C'est un film sans âme, sans intérêt, sans saveur. C'est un film qui n'a pas lieu d'être, qui n'apporte rien, qui ne sert à rien. C'est un film qui n'est pas digne de l'héritage de Stephen King. C'est une insulte à l'œuvre originale et c'est une honte au genre de l'horreur et c'est même une honte en tant qu'objet filmique tout court. C'est un film à fuir, je ne vous le conseille pas. Et je vais te un petit défi. Je le regarde une deuxième fois, c'est mort. Non, un autre défi. Est-ce qu'il a une once de qualité ? Est-ce qu'il y a juste un petit truc où tu t'es dit alors, est-ce qu'il y a une qualité ? Ouais. Alors deux moments. T'as pas le droit de dire film. Générique de fin. Ouais. T'as pas le droit de dire le générique de fin. Non, à deux moments dans le film, en fait, il filme un champ avec du maïs.
Et là, je me suis dit, avec le petit coucher de soleil et tout, je me suis dit, ça fait un peu Stephen King. Bon, voilà, ça durait peut-être 8 secondes sur les 1h30 de métrage. On a quand même sauvé 8 secondes, tu vois, du film dans cette chronique. Excellent. Donc voilà, bon, c'est une grosse chronique de troll, j'admets, mais c'est vrai que c'est vraiment nul. En tout cas, si vous voulez vous amuser avec des potes, ça marchera pas non plus, hein, parce que vraiment, c'est pas drôle. On était 3 à regarder ce film, on était consternés devant. On a terminé le film, on a dit quoi, tout ça pour ça. On s'est regardé, on a plus kiffé nos pizzas qu'on a mangées avant que le film qu'on a regardé, en fait. Donc comme quoi la qualité d'un film ne dépend pas de ce qu'on mange en même temps. C'est peut-être ça la conclusion. Exactement, ça ne peut pas fonctionner comme ça, en tout cas c'est sûr. Malheureusement, Stephen King est un peu maltraité dernièrement. Hein. Chaque fois qu'il sort quelque chose, c'est vraiment pas ouf, quoi. Donc ça me fait chier parce que c'est vraiment un auteur que j'adore. On l'adore tous les deux. Voilà. Ouais. Et non, c'est dommage, quoi. Mais c'est rigolo comme chronique parce que ça compense complètement avec ma chronique de Super Mario Wonder et tu sais que j'allais être très long dessus. Donc non, c'était parfait, c'était ce qu'il fallait. C'est rigolo, ça change. Et du coup, la semaine prochaine, passons à notre petite conclusion. La semaine prochaine, de quoi tu vas nous parler comme jeu vidéo ? Alors, semaine prochaine, je vais continuer un fil rouge que j'ai commencé en début d'année à 3 reprises. Donc je vous laisse deviner. Ça sera une critique rétro, mais qui a un peu d'actualité quand même. Donc voilà. Je vois. Et toi, tu vas nous parler de quoi ? Du coup, hors sujet, sera une BD, une bande dessinée d'un auteur que l'on connaît. D'accord. Donc tu dois voir de quoi je vais parler. Je vois exactement de quoi tu vas parler, tout à fait. Donc ça risque d'être très très cool aussi. Et en attendant, je te laisse le mot de la fin. Kira, tu peux conclure cet épisode. Écoutez, comme d'habitude, limite je devrais l'enregistrer une fois et le répéter parce que j'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais merci à vous de nous écouter. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir les retours et surtout j'ai vu cette petite mobilisation qu'il y a eu avec le fait que notre podcast ne se lance pas sur certaines plateformes. Oui. Et c'est là qu'on a compris vraiment l'aura, entre guillemets, pas l'aura la personne, hein, l'aura, on pouvait avoir en tout cas, et ça nous a fait vraiment plaisir, ça nous a touché en tout cas, donc merci à vous, passez une excellente semaine, jouez bien en tout cas, et puis à la semaine prochaine. Un grand merci. Ciao.